Cette matinée a commencé comme tant d'autres. J'ai porté le téléphone portable de mon mari jusqu'à la salle de bain, comme je le faisais toujours lorsqu'il l'oubliait sur la table de nuit. C'était l'un de ces petits gestes qui définissaient qui j'étais, l'épouse attentive, qui récupérait les chaussettes éparpillées, repassait soigneusement les chemises et se souvenait même des noms de ses collègues, ce qu'il ne faisait pas lui-même. De la vapeur s'échappait déjà de dessous la porte, le bruit de l'eau courante remplissait l'air, et je n'attendais rien d'autre que de laisser le rasoir à côté du rasoir, là où il le retrouverait après sa douche. Mais la vie ne vous prévient pas quand elle va tout chambouler. Parfois, il suffit d'un scintillement de l'écran, d'une vibration dans la paume de votre main, et soudain vous voyez la vérité qui était juste devant vous tout ce temps, camouflée comme une ombre dans un coin de la pièce. C'est comme ça que je l'ai vu, un nom, Love, accompagné d'un petit cœur impeccable, et en dessous le message qui brûlait comme de l'acide, j'ai hâte de déjeuner. Même endroit que toujours. L'air semblait disparaître de la maison d'un seul coup, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène. Pendant une seconde, ma première impulsion a été ce qu'elle a toujours été, l'instinct de me tromper, de trouver des excuses, peut-être que c'est un collègue avec un surnom bizarre, un cousin éloigné, peu importe. Mais au fond, là où les femmes connaissent la vérité bien avant de l'admettre, la douleur a été instantanée et aiguë. Elle n'était pas une cousine. Ce n'était pas du travail. C'était une trahison, glissée sur l'écran du téléphone portable que je lui avais offert en cadeau de Noël, un mois auparavant. À midi, quand mon propre téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt 9 appels d'affilée, le même homme qui m'avait légèrement embrassé au petit déjeuner est maintenant désespéré à l'autre bout du fil. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avoir le courage de faire, je l'ai laissé sonner. Et souriez. Parce que la vengeance n'a pas besoin de talons ou de rouge à lèvres. Parfois, elle porte un tablier et tient une tasse de café. Si votre cœur s'est accéléré rien qu'en lisant ceci, si vous avez déjà ressenti cette oppression dans votre poitrine lorsque vous découvrez que quelqu'un en qui vous aviez confiance ne vous valorisait pas comme vous le méritiez, sachez que cette histoire est pour vous. Et si vous prenez une seconde pour aimer ou laisser un commentaire, cela signifie plus que vous ne le pensez. C'est ce qui m'aide à continuer de partager des histoires qui rappellent aux femmes comme nous ne sommes pas seules et nous sommes bien plus fortes qu'il n'y paraît. Merci d'être ici. Vous comptez. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 33 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, où les voisins vous saluent lorsque vous passez devant, où les ragots sont en est précis et où tout le monde pense en savoir plus sur votre vie que vous. J'ai toujours été décrite comme une fille stable et fiable, une fille qui s'est mariée jeune, a construit une vie bien rangée avec un homme qui semblait assez charmant et qui n'a jamais fait d'histoire en public. Ils ont dit que j'avais de la chance. Parfois, j'y croyais même. Mais ce que les gens voyaient, c'était seulement la façade, pas les taches dans les coins du tableau, ni les fissures qui se formaient sous la peinture. Ce matin-là, debout dans le couloir avec son téléphone portable qui vibrait à la main, je me souvenais de tous les signes que j'ignorais, les déjeuners qui se transformaient en dîner sans prévenir, les différents parfums qu'il rapportait à la maison. Ce n'était pas la bouteille que j'avais achetée. La façon dont il a commencé à verrouiller son téléphone comme il fermait ses clés de voiture. Je me suis convaincue avec des histoires, il est occupé. Il est stressé. Il veut juste un peu d'intimité. Mais nous, les femmes, le savons. Nous le savons toujours, même lorsque nous refusons d'y faire face. Et j'étais là, délivrée non pas par le destin ou un combat, mais par un écart de timing lu sous la douche, convaincue que j'étais toujours la même Claire que j'ai toujours été. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. Je n'ai pas pris d'assaut les toilettes pour exiger des réponses. Au lieu de cela, je l'ai posé doucement sur le comptoir, où il le trouverait sans jamais me douter que j'en avais déjà trop vu. Je retournai à la cuisine, chaque pas plus lourd, mais mon esprit était étonnamment clair. J'ai réalisé que j'étais face à un tournant décisif. Je pouvais suivre le chemin habituel, le déni silencieux, le doute qui me consumerait lentement, ou choisir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. C'est alors qu'une pensée étrange m'est venue, presque comme un murmure, ne combattez pas le feu par le feu. Combattez-le avec le silence et une cuillère. C'était absurde et poétique à la fois. J'ai failli rire aux éclats,
car parfois, lorsque la vie tente de vous écraser, l'humour apparaît comme un petit bouclier, vous rappelant que vous n'êtes pas aussi fragile que vous le sentez. Ma mère a toujours dit qu'une femme pouvait déplacer une montagne avec une cuillère à café si elle en avait besoin. Je venais de trouver ma montagne. Au lieu d'attendre qu'il sorte de la douche pour que nous puissions commencer la journée comme d'habitude, j'ai ouvert les placards de la cuisine, séparé les ingrédients du petit déjeuner et j'ai commencé à planifier une petite vengeance silencieuse qui donnerait le ton à tout ce qui suivrait. Il ne s'agissait pas de lui faire du mal, pas exactement. Il s'agissait de reprendre le pouvoir que j'avais cédé pendant si longtemps. Et le meilleur, c'est qu'il ne le verrait même pas venir. Il s'asseyait à table, m'embrassait sur la joue, remerciait sa femme d'avoir préparé des œufs et des toasts avant le travail. Je mangerais tout, peut-être même en prendrais pour plus tard. Et alors seulement, loin de ma cuisine, au moment d'enchanter, love, au déjeuner, la pièce commençait à se dérouler. C'était la force d'une vengeance tranquille, pas de cris, pas de porte qui claque, juste un petit déjeuner, un sourire, la patience de laisser l'univers suivre son cours avec un petit coup de pouce de ma part. En battant les œufs ce matin-là, j'ai réalisé, pour la première fois depuis des années, que je me sentais calme. Pas cassé. Calmez-vous, car il savait que les choses étaient sur le point de changer d'une manière à laquelle il ne s'était jamais attendu. Et il n'oublierait jamais le jour où sa femme a choisi le silence plutôt que les larmes. Ce n'était que le début. L'odeur du café remplissait la cuisine alors que j'avançais à mon rythme habituel. Mais en moi, le silence criait plus fort que le réfrigérateur, car chaque petit son me rappelait combien de matins j'avais vécu de la même manière, loyale, aveugle, tandis que la vérité se rapprochait, attendant d'être révélée au moment le plus ordinaire. Les œufs grésillaient dans la poêle, le beurre crépitait, et mon esprit revisitait des années de petites humiliations avalées avec le sourire. Les fois où il a écarté mes questions, les nuits où il est arrivé tard et a qualifié cela de dur travail, pendant que je repassais ses chemises et le défendais contre tous ceux qui osaient douter de lui. Je me suis souvenu de la fois où ma sœur avait murmuré, à Noël, qu'elle pensait qu'il était très attentif à un collègue de bureau, et j'ai ri en disant que c'était idiot même si à ce moment-là, je sentais des papillons dans ma poitrine. Je me suis souvenu du regard méfiant de mon père lorsque mon mari justifiait un autre voyage d'affaires, et moi, irritée, j'ai répondu qu'il voulait juste nous offrir une vie meilleure. Et surtout, je me souvenais de chaque petite trahison que j'ignorais, de chaque excuse que j'inventais pour ne pas y faire face. À chaque fois, je me suis convaincue que la loyauté suffirait à maintenir ce mariage ensemble, alors qu'en fait, ma loyauté était devenue son déguisement et ma confiance son armure. C'est la cruauté que j'ai ressentie ce matin-là. Pas seulement la trahison affichée sur l'écran de son téléphone portable, mais la certitude que j'avais toujours été son meilleur ami. Je me déplaçais dans la cuisine avec des gestes automatiques, casser des œufs, beurrer du pain, servir du café, mais mon esprit était loin de ces tâches simples. Cela a rappelé des années de moments qui semblaient innocents au début, mais qui se révélaient maintenant chargés de sens. Je me souvenais des fois où il était arrivé en retard, avec un parfum qui n'était pas celui que je lui avais offert. Les soirs où il disait qu'il dînait avec des collègues, mais qu'il ne se souvenait plus du nom du restaurant. Depuis le jour où il a commencé à emporter son téléphone portable dans la salle de bain, après des années passées à le laisser traîner dans l'évier, je me suis, comme toujours, convaincue que ce n'était qu'une autre exigence professionnelle. Le pire n'était pas de ne pas l'avoir vu. C'était en avoir assez vu pour se méfier et, quand même, fermer les yeux, parce qu'on pensait que c'était ce que faisaient les bonnes femmes, elles faisaient confiance. Ils pourraient le gérer. Ils ont comblé les lacunes avec patience et prière. Pendant que j'étais occupée à faire comme si tout allait bien, il faisait semblant aussi. Mais sa prétention n'était pas de maintenir la paix. C'était pour nourrir les mensonges. Cette vérité m'est tombée dessus comme une pierre. Et j'ai réalisé, à ce moment-là, que l'injustice n'était pas seulement sa trahison, mais les années de mon silence, les excuses sans fin, la volonté de porter seul le poids de la fidélité pendant qu'il était libre. J'ai battu les œufs plus fort que prévu et j'ai pensé à quel point il serait facile d'entrer en trombe dans la salle de bain à ce moment-là, de lui lancer mon téléphone portable, de crier, d'exiger la vérité. Mais j'avais déjà répété cette scène dans ma tête et je savais exactement comment elle se terminerait,
il la nierait, la déformerait, transformerait ma colère en un spectacle de paranoïa. Il riait et me traitait de dramatique. Et si j'admettais quelque chose, ce qui était peu probable, cela s'accompagnerait d'accusations selon lesquelles l'Y aurait conduit, que je n'avais pas été assez attentif, que c'était de ma faute. Il connaissait ce scénario par cœur, car des hommes comme lui l'écrivaient avec la même plume lors de mariages différents. Et je n'avais pas l'intention de le laisser me confier à nouveau ce rôle. Puis j'ai respiré. J'ai remué le mélange jusqu'à ce qu'il soit lisse. Et j'ai décidé que mon arme ne serait pas la voix, mais le silence, car le silence laisse place à la patience, et la patience au projet. À ce moment-là, j'ai compris qu'une dignité discrète pouvait être plus profonde que la fureur la plus bruyante, si je choisissais le bon moment pour la révéler. Ma mère dit souvent qu'une femme peut enlever une montagne avec une cuillère à café si elle en a besoin. Et là, debout, une cuillère à la main, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Lorsqu'il sortit de la salle de bain, frais et sifflant, avec des gouttes d'eau coulant encore de ses cheveux, son sourire était toujours aussi décontracté. Il se pencha pour m'embrasser sur la joue comme il le faisait chaque matin, comme si rien au monde n'avait changé. Il s'assit à table, fourchette à la main, et prit son petit déjeuner avec la même satisfaction que toujours. Il en a même gardé dans un bocal pour plus tard, comme d'habitude, sans se rendre compte que tout était déjà différent. Il pensait qu'il était toujours marié à la même femme qui le défendrait, qui fermerait les yeux, qui lisserait les rides de ses histoires et étoufferait ses doutes avant qu'il n'atteignent son cœur. Mais je n'étais plus cette femme. Pas après ce matin. Pas après ce message. Pas après avoir compris que le silence pouvait aussi être le mien. Alors que je nettoyais le comptoir et le regardais manger, j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement, une légèreté qui ne venait pas du fait de lui pardonner, mais du fait que je le pardonnais enfin d'avoir porté ses mensonges pendant si longtemps. Des années d'injustice s'étaient transformées en un seul acte de justice discret. Et même s'il ne le savait pas encore, la balance commençait déjà à pencher en ma faveur. Je me suis promis que plus rien ne serait comme avant. Debout dans cette cuisine, alors qu'il terminait son petit déjeuner avec la même indifférence que d'habitude, mon esprit tourbillonnait de questions que je ne m'étais jamais permis de poser à voix haute. Parce que chaque trahison sème la graine du « et si » dans le cœur d'une femme bien avant que la preuve n'apparaisse sur un écran allumé. Et si je le confrontais et qu'il me riait au nez, me traitant de paranoïaque, comme il l'avait fait tant de fois lorsque je remettais en question ses sorties nocturnes? Et si je criais, pleurais, exigeais la vérité, pour me retrouver face au même vieux mur de mensonges? Un mur si solide que je pourrais le battre jusqu'à ce que mes jointures saignent et ne jamais pouvoir le démolir. Et si je me taisais et continuais comme si je n'avais rien vu, retournant à la prison silencieuse que je m'étais construite, brique par brique, avec loyauté, espoir et déni. Chaque scénario se déroulait dans ma tête avec des détails rapides et implacables, et chacun me laissait plus faible, plus petit, plus humilié qu'auparavant. Jusqu'à ce qu'enfin un dernier apparaisse comme un phare dans le brouillard, et si je ne combattais pas ces mensonges avec des larmes, mais avec patience? Et si, au lieu de demander du respect, je l'exigeais en silence, avec des actions qu'il ne pourrait pas me faire subir? Cette pensée s'est ancrée en moi. Plus je le retournais, plus je me stabilisais, car je savais, dès que j'avais vu ce message, que cela n'allait pas représenter la scène à laquelle il s'attendait. Il pensait que j'allais l'affronter, perdre le contrôle, devenir l'épouse en colère qu'il pourrait rejeter comme instable et d'une manière cruelle. Cela lui faciliterait la tâche, car la colère peut être ridiculisée, les larmes peuvent être moquées, mais le silence? Le silence ne se discute pas. Le silence dérange les hommes comme lui car il refuse de leur donner un scénario à exécuter. Plus j'imaginais leur dénégation arrogante et leurs excuses boiteuses, plus je devenais certain que ma vengeance ne prendrait pas la forme de cris, mais de silence, un calme qui portait un plan plus pointu que n'importe quelle arme que j'avais jamais utilisée. Alors que je remuais le café et plaçais l'assiette devant lui, j'ai ressenti la première étincelle de puissance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parce que, pour la première fois, j'avais choisi dans cette histoire un rôle qui n'appartenait qu'à moi. L'humour a trouvé un chemin étrange dans mes pensées, peut-être parce que les femmes de mon âge apprennent à rire du désespoir juste pour y survivre. Et je me suis souvenu de ces paroles de ma mère sur les cuillères et les montagnes. J'ai réalisé que ma cuillère avait déjà commencé son travail ce matin-là.
Une infime dose de justice, mélangée aux œufs brouillés, déguisée sous l'odeur du beurre et du pain grillé, deviendrait l'élan qui ferait trembler la montagne sur laquelle il croyait si fermement se tenir. L'image de lui assis à table avec son chéri bien-aimé au déjeuner, se tordant, transpirant, essayant désespérément de continuer la mascarade, tandis que les conséquences de mon plan silencieux le rattrapaient. Mon sourire ce jour-là est né avant même que le soleil ne se couche dans le ciel, non pas par soif de vengeance, mais à cause de la douceur amère d'un équilibre qui, après avoir été si longtemps nié, était désormais servi à table comme un plat principal. La justice n'a pas besoin de crier, parfois, il suffit de trouver la bonne saveur au bon moment. Et lui, le pauvre, pensait toujours que c'était moi qui plaisantais, que je continuerais à avaler silencieusement chaque miette d'irrespect comme s'il s'agissait de pain frais. Votre erreur. Alors qu'il repoussait la chaise, déposait ce baiser distrait sur ma joue, comme si j'étais toujours la même femme qui croyait aux promesses papier, et sortait avec l'arrogance de quelqu'un qui porte le monde dans sa poche, j'avais déjà tracé ma ligne dans le sable. Pas avec colère, mais avec une clarté qui coupe plus profondément que n'importe quel couteau. Je ne le chasserai pas. Je ne m'en dirai pas des miettes de vérité, ni ne me réduirai à la caricature de l'épouse trahie qu'il avait visiblement déjà répétée dans sa tête. Au lieu de cela, je l'ai laissé partir avec la même confiance gonflée que toujours, portant non seulement la mallette en cuir et le téléphone portable plein de mensonges, mais aussi le poids invisible de ce petit déjeuner bien préparé. Un poids qui l'accompagnerait jusqu'au déjeuner, qui s'assoirait à table avec lui et elle, et qui, petit à petit, révélerait sa présence comme un invité indésirable. Quand je lui ai tendu la tasse de café, mes doigts ont à peine tremblé. Il ne le savait pas, mais la femme en face de lui n'était plus sa costard, c'était le verdict qu'il avait lui-même signé avec chaque excuse boiteuse, chaque regard volé, chaque « je t'aime » marmonné dans sa barbe pendant qu'il tapait à quelqu'un d'autre. La fermeture de la porte derrière lui semblait plus légère que le vent, mais en moi cela résonnait comme le premier tonnerre d'un orage qu'il ne pouvait même pas voir à l'horizon. Et tandis que l'horloge de la cuisine sonnait avec une indifférence cynique, je me suis permis de contempler la table dressée là, immaculée, invitante, le genre de décor que tout mari fier afficherait comme preuve d'une vie réussie. Mais à partir de ce petit déjeuner, rien n'était ce qu'il semblait être. Lorsque je posai l'assiette devant lui avec le même sourire docile que d'habitude, ses yeux ne s'attardèrent même pas sur mon visage. Il plongeait sa fourchette dans les œufs avec la voracité de quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander d'où venait son prochain repas, il vantait la saveur avec un automatique « c'est super », tandis que moi, de l'autre côté de la table, je faisais semblant de me perdre dans les pages du journal. Mais chacun de ces mouvements était un vers de poésie que moi seul pouvais lire, la façon dont il coupait le pain, la façon dont il portait le jus à ses lèvres, la façon dont il étalait du beurre sur des toasts avec l'inattention d'un roi qui ne doutait jamais de son trône. La vapeur de la tasse montait entre nous, le tintement des couverts remplissait le silence et il mâchait avec la tranquillité de quelqu'un qui croyait encore que le monde tournait autour de lui. Pendant ce temps, mon esprit revoyait des années de ce même rituel matinal, des années où je me suis convaincue que si je cuisinais mieux, souriais davantage, pardonnais plus vite, il le verrait enfin. Qu'un jour, entre café et café, il se rendrait compte que j'étais plus qu'une toile de fond pour ses réalisations. Mais la vérité est que chacun de ces petits déjeuners avait été un tremplin invisible menant à celui-ci. Jusqu'au matin où mon tablier a cessé d'être un symbole de soumission et est devenu l'armure d'une révolution silencieuse. Il ne l'a pas remarqué, bien sûr. Comment pourrais-je? En remplissant mon ventre de nourriture, j'ai rempli mon âme de quelque chose que je n'avais pas goûté depuis longtemps, le goût du contrôle. Pas celles qui sont bruyantes, écrasantes et qui brisent le contrôle, mais celles qui se construisent lentement, comme des fissures dans un mur qui ne s'effondrent que lorsqu'il est trop tard. Pour la première fois depuis des années, je ne me demandais pas s'il m'aimait assez. Je me demandais s'il arriverait au déjeuner avec sa bien-aimée sans découvrir à quel point le sol était fragile sous ses pieds. Le moment qui a tout scellé s'est produit presque sans cérémonie, comme ont tendance à le faire les choses qui changent tout, lorsque, après la dernière bouchée, il a tendu la main vers le placard, a pris un petit récipient en plastique, avec le naturel de quelqu'un qui cueille des fruits dans un verger qui avait toujours été le sien, l'a rempli avec des restes d'œufs et de pain grillé. Des années durant, je l'ai vu prendre tout ce qu'il voulait, mon temps, ma patience, ma foi, sans jamais me demander s'il me restait quelque chose.
Il était là, une fois de plus, emportant avec lui non seulement la nourriture, mais aussi la preuve matérielle de sa propre ruine, enveloppée dans un Tupperware qui tenait parfaitement dans son sac. L'ironie était si délicieuse qu'elle m'a presque fait rire. Dans son avidité d'une collation supplémentaire, il emportait avec lui le mécanisme exact de sa chute. Et moi? J'ai essuyé le comptoir avec un chiffon, je me suis assis comme si de rien n'était, alors qu'en fait le monde entier avait penché en ma faveur. Avant de partir, il s'est penché pour m'embrasser sur la joue, un geste qui autrefois était capable de faire battre mon cœur, mais qui me brûlait maintenant comme de l'acide sur la peau, faisant écho au message que j'avais lu plus tôt. Malgré tout, je gardais mon visage calme, je lui laissais croire qu'il occupait toujours la même place dans ma poitrine. Il m'a remercié pour le petit déjeuner avec la même distraction que d'habitude, a pris les clés et est parti en sifflant, comme si l'univers conspirait encore en sa faveur. Pendant ce temps, je restais dans la cuisine, savourant le calme de quelqu'un qui a déjà mis en mouvement quelque chose qui ne peut plus être arrêté. Le bruit de la porte qui se fermait était plus doux qu'un soupir, mais il résonnait dans ma tête comme le grondement d'une tempête qui se préparait. Une tempête qu'il n'avait même pas sentie et qui planait déjà au-dessus de sa tête comme une lame sur le point de tomber. Alors que l'horloge approchait de midi, ma matinée s'est déroulée avec une normalité qui tromperait tout observateur occasionnel, plier le linge d'une main ferme, essuyer les comptoirs, trier les factures de la semaine. Mais en moi, une attente silencieuse grandissait, parce que je savais ce qu'il ignorait. Je savais que, quelque part dans la ville, la tapisserie soigneusement tissée de sa double vie commençait à se défaire, fil par fil, et qu'il suffirait d'effleurer mon téléphone portable pour confirmer l'effondrement. Le premier tremblement est survenu alors que j'empilais des serviettes propres. Lorsque j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, un calme étrange m'a envahi. Ce n'était pas l'appel de routine de mon mari vérifiant les horaires ou déléguant des tâches. C'était une panique déguisée en urgence. Je l'ai laissé jouer jusqu'au silence, mettant une autre serviette dans le placard avec une satisfaction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelques secondes plus tard, l'appareil vibra à nouveau. Et encore. Jusqu'à ce qu'au troisième essai, j'ai presque ri de l'ironie, voici l'homme qui m'appelait à peine pendant la journée, sauf s'il avait besoin de quelque chose, maintenant incapable de s'arrêter de composer, son désespoir battant contre les murs du silence que j'avais si soigneusement érigé. J'ai posé l'écran de mon téléphone sur le comptoir et j'ai versé une autre tasse de café, laissant la vapeur me réchauffer le visage pendant que j'écoutais les vibrations sourdes faire trembler le bois en dessous. Chacun d'eux résonnait plus fort dans mon esprit que n'importe quel aveu qu'il pouvait balbutier. Quand j'ai enfin regardé à nouveau l'écran, les appels manqués se multipliaient, 5, 6, 7. Montant comme les marches d'une échelle qu'il tentait de gravir en toute hâte, sans se rendre compte que le couronnement ne lui appartenait plus. Il n'y avait aucune urgence à répondre. Après tant de fois où il avait ignoré mes questions, étouffé mes doutes d'un geste de la main, il y avait une poésie presque sacrée à le voir implorer mon attention, alors que je choisissais de ne même pas lui accorder cela. Imaginez la scène qu'il a dû vivre à ce moment précis, assis dans la voiture, devant un restaurant, ou peut-être déjà à table avec elle, son ventre se rebelle au pire moment, ses lèvres s'effondrent sous le poids de quelque chose que même son charme ne pouvait contenir. Le petit déjeuner qu'il avait pris avec tant d'indifférence lui rendait désormais l'appareil, non pas avec du venin, mais avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait exactement où couper. Et moi, là, les mains occupées aux tâches domestiques et l'âme enfin légère, j'attendais. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des cris, elles se gagnent avec le bon silence, au bon moment. Et le mien était arrivé. Comme s'il essayait de recoller les morceaux avec des promesses bon marché ou des larmes de crocodile. Le poids de l'inconfort coulait sur son front sous forme de gouttes de sueur que même la climatisation du restaurant ne parvenait pas à sécher. Il n'avait pas seulement du mal à me l'expliquer, il se noyait dans son propre mensonge, essayant de nager à contre-courant d'un plan qui s'effondrait en temps réel. Et moi, de l'autre côté de la ville, avec mes mains occupées à arroser des plantes dont il n'avait jamais remarqué l'existence, j'ai ressenti chaque vibration de son téléphone portable comme une note de musique parfaite. Ce n'était pas une symphonie de pardon, mais le rythme précis d'un homme découvrant, pour la première fois, le goût amer d'être ignoré. Lorsque le 9e appel est apparu sur l'écran, je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais par stratégie.
Je tenais l'appareil dans la paume de ma main, sentais la chaleur de l'écran contre ma peau, son nom palpitait comme un signal de détresse que personne d'autre ne voulait sauver. Et puis, avec la même nonchalance avec laquelle il a accroché mes appels quand il était occupé, je l'ai reposé sur la table. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était plein. Rempli de toutes ces années, j'ai attendu, douté de moi, avalé des excuses comme si c'était des vérités. Maintenant, c'était lui qui s'étouffait avec ses propres mots. J'ai souri quand j'ai vu l'écran s'éteindre. Ce n'était pas un sourire de triomphe, mais de reconnaissance. La balance avait non seulement penché, mais ne reviendrait jamais. Il pouvait laisser autant de messages vocaux qu'il le voulait, raconter autant d'histoires mal ficelées qu'il le pouvait, rien n'effacerait le fait que, pour une fois, j'avais choisi mon silence plutôt que ses mensonges. Et ce silence, il le savait, était plus dangereux que n'importe quel cri. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre de la cuisine en bande dorée, peignant le sol avec la même tranquillité qui habitait désormais ma poitrine. Pendant que j'organisais les recettes et planifiais le dîner avec un calme qu'il n'avait jamais mérité, de l'autre côté de la ville, son monde se déroulait couture par couture. Je pouvais presque entendre le pas désespéré de ses pas quittant les toilettes de ce restaurant cher, son téléphone portable serré dans sa main comme un talisman inutile, ses doigts tremblants alors qu'il composait mon numéro pour la 10e fois. Chaque appel sans réponse était un coup de marteau qui frappait sa confiance en lui, la même confiance qui l'avait poussé à quitter la maison ce matin-là, convaincu qu'il pouvait équilibrer 2 vies sans jamais tomber. Mais le poison de ses propres choix coulait déjà dans ses veines, et je n'eus pas besoin de lever le petit doigt pour accélérer le processus. Les messages ont commencé à arriver lorsque les appels se sont arrêtés. De longs paragraphes d'excuses déguisés en malentendus, des justifications habillées en coïncidence, des mots si fragiles qu'ils s'effondrent au moindre souffle de vérité que je portais déjà. Il a écrit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait annulé son déjeuner d'affaires, qu'il rentrerait tôt pour se reposer, comme si je ne savais pas exactement avec qui était ce déjeuner, comme si je n'avais pas déchiffré, des heures auparavant, le code de ses regards furtifs et de ses sorties précipitées. Je glissai mon pouce sur l'écran avec la même indifférence qu'on feuillette un catalogue d'offres, sachant que chaque lettre tapée n'était pas pour moi, mais pour le miroir brisé de lui-même qu'il essayait, en vain, de garder intact. J'ai laissé mon téléphone portable vibrer sur le comptoir pendant que j'arrosais les orchidées qu'il qualifiait autrefois d'inutiles. Chaque pulsation contre le bois ressemblait moins à une urgence qu'à une mélodie, le chant d'un homme s'enfonçant dans son propre puits, composé note par note au fil des années. Pendant si longtemps, j'étais celui qui attendait des miettes d'attention, qui se contentait des bribes d'affection qu'il distribuait d'un mensonge à l'autre. Mais maintenant, les rôles étaient inversés avec une précision si cruelle que je n'avais même pas besoin d'élever la voix. Mon silence suffisait pour qu'il goûte pour la première fois à la solitude qui m'avait si bien servi. Lorsque le 10e message arriva, des explications prometteuses, me suppliant de ne pas m'énerver, allant jusqu'à me proposer un dîner, pour parler, j'ai failli éclater de rire. Le même homme qui, quelques heures auparavant, planifiait un déjeuner intime avec sa bien-aimée se contorsionnait maintenant pour faire soudainement de moi la priorité de sa journée. Pas par amour, mais par peur. Et ce goût doux amer de l'ironie m'est descendu dans la gorge comme un café trop fort. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui essayais de le comprendre, mais lui qui trébuchait sur ses propres excuses pour essayer de me joindre. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées avec des mots. Il est enseigné avec l'écho d'un silence qui, si profond, devient miroir. Et dans cette réflexion, j'ai vu ma propre force monter, non pas comme une vague déferlante, mais comme la marée se retirer avant d'entraîner tout avec elle. Lorsque la maison a finalement sombré dans ce genre de calme d'après-midi qui n'existe qu'après des heures d'appel ignorés, je me suis assis à la table de la cuisine avec le café déjà froid et j'ai fermé la tablette qu'il laissait toujours traîner, certaine de ne jamais oser y jeter un coup d'œil. Pendant des années, il avait raison. Mais ce jour-là, la curiosité n'était plus une faiblesse. C'était la survie. Et tandis que mes doigts glissaient sur les écrans qu'il croyait sûrs, les fils de sa double vie commençaient à se dénouer sous mes yeux comme des écheveaux sales. Les notifications du calendrier révélaient des déjeuners trop longs pour être professionnels, coincés entre des réunions qui n'avaient apparemment jamais eu lieu. Les messages débordaient d'une intimité décontractée qu'aucun collègue n'oserait avoir.
Les reçus de dîner dans des restaurants dont je ne connaissais même pas le nom brillaient comme des enseignes au néon indiquant chaque mensonge que j'avais avalé. À chaque découverte, je me sentais moins brisée et plus ancrée. La trahison qui faisait autrefois mal comme un couteau s'est désormais transformée en preuve et la preuve, je le savais, était une monnaie d'échange. En parcourant ces preuves, j'ai réalisé que Honey n'était pas une erreur, un moment de faiblesse. C'était une habitude. Un nom qui apparaissait toujours aux mêmes heures, semaine après semaine. Dépenses sur la carte commune qui coïncidaient avec ces nuits mystérieusement prolongées. Un emploi du temps soigneusement adapté pour la garder proche et moi dans le noir. L'image était si claire que j'ai presque ri de ma propre cécité passée. Il n'a pas seulement menti. Il a construit une résidence secondaire sur la base de mon silence, m'utilisant comme façade respectable pendant qu'il vivait ses aventures dans les coulisses. Et cette prise de conscience m'a brûlé, non pas parce que je me sentais offensée, mais parce que je lui avais accordé le bénéfice du doute pendant si longtemps. Mais ce doute s'est dissipé. À sa place, quelque chose de bien plus solide a pris forme, la détermination. Plus je regardais, plus je comprenais que son arrogance était son talon d'Achille. Les hommes qui équilibrent les mensonges laissent toujours des traces et il les avait dispersés partout comme des miettes de pain. Des courriels envoyés à minuit, des notes sur son téléphone portable avec des initiales qui correspondaient à son nom, et même une photo maladroite d'eux deux cachée dans un dossier qu'il devait penser que je ne trouverais jamais. J'ai regardé cette image pendant un long moment, non pas avec des larmes, mais avec une lucidité perçante. Il n'y avait plus de douleur là, juste la certitude que cela ne concernait pas mon manque de valeur. Cela concernait son incapacité à être loyal envers autre chose que son propre ego. Et une fois que vous voyez la vérité de cette façon, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Peu importe combien de fois il a essayé de rafistoler la façade avec des promesses ou des serments. Le rideau était tombé. Et j'étais finalement de ce côté-ci non pas en tant que victime, mais en tant que juge. Continuer à vivre comme si le sol ne s'était pas ouvert sous ses pieds. Mais je le savais déjà, la chute n'est pas instantanée pour ceux qui se croient intouchables. C'est un lent effritement, presque imperceptible au début, comme la première fissure d'un miroir qui reflète encore, mais pas pour longtemps. Alors qu'il ajustait sa cravate dans le miroir de la salle de bain, parlant de la réunion du jour comme si c'était le centre d'un univers qu'il écoutait toujours, j'ai observé la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il faisait le nœud. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était juste le corps qui trahissait l'esprit avant que l'esprit n'admette sa défaite. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Les mots qu'il redoutait étaient déjà en mouvement, silencieux et irrévocables, comme une marée qui se retire avant d'engloutir la plage. L'email adressé au RH n'a pas été une bombe. C'était une montre. Et chaque tic était le son de son propre récit qui s'effondrait, morceau par morceau, sans qu'il puisse blâmer ma voix, mon ton, mon instabilité. Les faits ne crient pas. Ils le sont tout simplement. Et lorsqu'ils sont présentés avec une précision chirurgicale, il n'y a pas de place pour des excuses boiteuses ou des revirements de dernière minute. Il l'a appris trop tard tout comme il a appris que la loyauté qu'il exigeait tant de moi n'était jamais réciproque. Honey, en revanche, a immédiatement découvert le poids d'être un acteur secondaire dans un scénario qu'elle pensait réaliser. Leurs messages, autrefois pleins de rires et d'insinuations, ont séché comme de l'encre au soleil dès l'apparition des premiers signes de risque. Il n'y a eu aucun drame, aucune confrontation, aucune scène de jalousie fabriquée pour justifier son omission. Juste le silence abrupt de quelqu'un qui comprend soudain que le jeu est terminé et qu'elle n'a jamais été une joueuse, juste une pièce jetable. Les femmes comme elles croient toujours qu'elles sont l'exception, jusqu'au moment où la règle les engloutit. Je n'ai pas ressenti de triomphe lorsque j'ai vu la panique s'installer dans leur regard virtuel, ni lorsque les réponses automatisées des RH sont arrivées dans ma boîte de réception. Prendre plaisir à la chute de quelqu'un d'autre reviendrait à lui donner plus de pouvoir qu'il ne le mérite. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de bien plus profond, la tranquillité de quelqu'un qui a finalement fermé la porte derrière lui et rangé la clé. Ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. Et les conséquences, lorsqu'elles sont bien conçues, n'ont pas besoin d'être applaudies, elles se produisent tout simplement. Ce jour-là, le petit déjeuner avait le même goût que d'habitude, mais mon corps le goûtait différemment.
Il n'y avait plus dans ma gorge le goût métallique de la trahison, ni la nausée d'avaler des mensonges pour maintenir la paix. À sa place, une clarté presque physique, comme si j'avais enfin enlevé une paire de lunettes embuées et que je voyais le monde en haute définition. Même les sons semblaient plus clairs, le cliquetis de la cuillère contre la tasse, le grincement de la chaise alors qu'il se levait pour partir, le déclic de la porte qui se refermait derrière lui cette fois, sans m'emporter un morceau. Je n'avais pas besoin de courir. Il n'était pas nécessaire de crier. Je n'avais même pas besoin d'expliquer. Car la vérité, bien armée, n'a pas besoin de spectacle pour se faire entendre. Il s'impose par son propre poids, comme un mur qui s'effondre non pas à cause du vent, mais parce que ses fondations sont pourries depuis toujours. Et alors qu'il se rendait au bureau, toujours convaincu qu'il ne s'agissait que d'un malentendu passager, j'ai ouvert une dernière fois le dossier contenant les documents imprimés. Non pas pour les relire, mais pour sentir le papier entre ses doigts tangibles, indéniables. C'était la preuve que je n'avais rien imaginé. Que ma santé mentale n'a jamais été remise en question. Que contrairement à ce qu'il a essayé de me faire croire pendant des années, j'ai toujours su distinguer la lumière des ombres. J'ai fermé le dossier. Je l'ai gardé à l'endroit convenu. Et lorsque le téléphone a vibré avec une notification, confirmation du rendez-vous avec l'avocat, j'ai souri non pas par méchanceté, mais par reconnaissance. C'était le son d'une vie recousue, point par point, avec des fils de résistance qu'il ne pourrait jamais briser. Parce que certaines femmes ne brûlent pas les ponts. Ils les reconstruisent et cette fois, seuls ceux qui méritent de les franchir reçoivent la clé. Ils se pensaient intouchables, équilibrant deux vies sans craindre les conséquences. Mais maintenant, il était confronté à des questions sans réponse et à des règles qu'il ne pouvait pas contourner. Et le silence que je maintenais à la maison se reflétait dans le sien, me laissant danser en panique sans partenaire pour le calmer. J'ai imaginé l'expression de son visage lorsqu'elle a entendu son nom appelé dans la salle de conférence, le superviseur de l'autre côté de la table avec des pages imprimées dans les mains, son cœur battant la chamade alors qu'elle essayait de calculer ce que je savais. La cruauté poétique de tout cela était que je n'avais même pas besoin d'être là pour porter le coup. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de verser une larme en public, car la vérité était suffisamment forte pour se suffire à elle-même. Et dans cette connaissance, j'ai trouvé une satisfaction plus profonde que la colère, la certitude qu'il avait provoqué sa propre ruine, et que je n'avais fait que tendre le miroir. Pour la première fois, la scène lui appartenait à lui seul. Et le public, la même autorité qui, selon lui, ne serait jamais témoin de sa chute. Cette nuit-là, lorsqu'il franchit enfin la porte d'entrée, le poids du jour marquait chaque ligne de son corps. Ses épaules étaient affaissées, son visage pâle, même s'il essayait d'afficher un faible sourire, celui-ci s'effondra au moment où nos regards se croisèrent. Il n'a pas parlé tout de suite. Ce n'était pas nécessaire. Le silence remplissait l'espace de plus de vérité que n'importe quel mot ne pouvait en contenir. J'ai mis mon livre de côté, je l'ai regardé avec la sérénité de quelqu'un qui n'a plus besoin de mendier ni de justifier, et je l'ai laissé porter seul le fardeau de ses heures. Parce que parfois la justice ne rugit pas et ne tonne pas. Elle attend simplement que les coupables s'effondrent sous leur propre poids. Et à ce moment-là, j'ai compris que la conséquence publique avait déjà été livrée. Il ne restait plus qu'à savoir comment il choisirait de vivre parmi les décombres qu'il avait créés. Il restait debout à l'entrée comme si toute la journée avait aspiré la force de ses os. La cravate lâche, la chemise froissée, la posture arrogante remplacée par un silence qui semblait demander grâce sans oser le dire. Pour la première fois depuis des années, il n'entrait pas dans la maison du pas sûr d'un homme sûr de sa place. Il se glissa à l'intérieur comme un enfant puni, craignant un nouveau coup. Je l'ai observé attentivement, ses yeux fixés sur le sol, ses doigts agités sur l'étui de sa mallette, sa respiration courte et irrégulière. Et j'ai réalisé que c'était la version de lui que je n'avais jamais eu le droit de voir dénuée d'arrogance, sans excuse, petite devant la femme qu'il avait toujours sous-estimée. Lorsqu'il parla enfin, les mots sortaient en cercle brisé. Des excuses répétées mais creuses. Des explications qui se contredisaient avant même d'arriver à mes oreilles. Des promesses de changement si fragiles qu'elles se sont dissipées dans les airs avant de prendre racine. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas élevé la voix.
J'ai laissé chaque phrase creuse se répandre jusqu'à ce que la pièce en soit inondée. Car plus il parlait, plus c'était clair, il n'avait plus de défense. Et puis, quand ses paroles se sont finalement transformées en silence, je lui ai dit, calmement, ce à quoi il ne s'attendait pas, que je savais déjà. Qu'il en avait assez vu pour mettre fin à la conversation s'il le voulait. Que sa seconde vie n'était plus cachée dans l'ombre. Et que, désormais, la seule chose qu'il serait autorisé à offrir était une transparence absolue ou rien du tout. Je lui ai parlé du petit déjeuner, du moment où j'ai choisi de ne pas crier, mais d'agir. Sur la façon dont il avait porté les conséquences de sa propre cupidité dans la journée sans s'en rendre compte. Et la façon dont son visage s'est effondré lorsqu'il a réalisé que j'avais eu le contrôle tout le temps était plus satisfaisante que n'importe quelle scène de vengeance que j'aurais pu mettre en scène. Il ne m'a pas regardé avec colère, mais avec peur. Non pas parce que je l'avais empoisonné, mais parce que j'avais cessé d'être le bouclier silencieux de ses mensonges. L'espace d'un instant, je l'ai vu tel qu'il était réellement, petit, fragile, terrifié à l'idée de perdre le confort qu'il avait pris pour l'amour. J'ai exigé les clés de rechange, la carte de crédit partagée, les mots de passe des comptes non pas avec fureur, mais avec l'autorité sereine d'une femme qui ne négocie plus sa dignité. À ma grande surprise, il a tout remis sans résister, comme s'il savait qu'il n'y avait plus rien à négocier. Cette nuit-là, la maison tomba dans un silence plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Mais ce n'était pas mon silence qui l'oppressait. C'était le sien. Parce que pour la première fois de notre mariage, je n'avais plus rien pour me couvrir. Pas d'excuses astucieuses, pas de rire condescendant, pas de détour rapide. Il s'est couché tôt, recroquevillé sur le bord du matelas comme un invité trop timide pour prendre de la place, tandis que je restais éveillée, regardant le plafond, comprenant que le pouvoir avait changé de main, non pas parce que je l'avais crié de soumission, mais parce que je lui avais enlevé la seule chose en laquelle il avait toujours eu confiance, ma cécité. Il n'était plus l'homme qui défilait. C'était un homme qui murmurait des excuses dans le noir. Et que cela puisse ou non se transformer en honnêteté n'était plus mon fardeau à supporter. La semaine suivante se passa dans un brouillard de politesse forcée. Ses mouvements, prudents, ses paroles, plus douces, sa présence, réduite à l'ombre de l'homme qui a vécu auparavant comme si rien ne pouvait l'atteindre. Même si j'essayais de jouer le mari repentant, je savais que c'était un acte et non une métamorphose. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'il triait la pile de correspondances laissées sur le comptoir, un morceau de papier plié se glisse entre deux enveloppes. Une note écrite à la hâte sans adresse de retour. Les mots, courts et aigus, dégoulinaient d'amertume. Il m'a tout promis, mais il nous a menti à tous les deux. Vérifiez ses comptes. Il a hypothéqué son avenir pour financer le mien. Signé avec juste un petit cœur et le nom qui m'a donné envie de lire, chérie. Pendant un long moment, je suis restée immobile, l'air épais autour de moi, car la trahison a cette façon de brûler, même quand on pense que la blessure est cicatrisée. Je me suis assis à table avec la note dans une main et l'ordinateur portable ouvert dans l'autre, mes doigts survolant le clavier alors que j'accédais à nos comptes communs. Et voilà, en noir et blanc. Virement non autorisé. Des prêts que je n'ai jamais signés. L'argent disparaissait avec une précision qui révélait depuis combien de temps cela se produisait. Chaque numéro affiché à l'écran était une gifle. Pas pour la valeur elle-même, mais pour l'audace de parier sur notre stabilité, ma confiance, l'avenir que j'avais œuvré à protéger. Darling n'avait pas écrit par gentillesse. Il avait écrit parce que, dès que l'argent avait tari, elle était partie, me laissant non seulement exposée mais humiliée. Et d'une manière tordue, j'ai réalisé que je m'étais rendu service. Il avait livré la dernière preuve dont j'avais besoin, le dernier clou dans le cercueil de son pouvoir imaginaire. Cette nuit-là, alors qu'il entrait dans la maison, avec ce soupir de fatigue qui ne m'émouvait plus, je glissai sur la table les relevés imprimés et la note de Querida, sans un mot. Ses yeux se posèrent sur les journaux et je vis le sang quitter son visage tandis que ses mains tremblaient sur le bois. Les lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour chercher une excuse, une justification, mais aucun son n'en sortit parce qu'il n'y avait plus rien à déformer, plus rien à manipuler. La vérité était là, à l'encre indélébile, une phrase que ni son charme ni ses larmes ne parvenaient à effacer.
Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu s'effondrer la façade qu'il avait si soigneusement construite, le mari exemplaire, le pourvoyeur incontestable, l'homme qui avait toujours le contrôle. Désormais, il n'y avait plus aucun contrôle. Il n'y avait pas de mots. Juste le lourd silence d'un homme recroquevillé non pas par ma fureur, mais par le miroir que ses propres actions lui poussaient au visage. J'ai laissé le silence s'étendre, car certaines vérités n'ont pas besoin d'une voix pour être profondes. Lorsqu'il a finalement tendu la main par-dessus la table, murmurant mon nom comme s'il pouvait encore me rendre aveugle par hypnose, j'ai retiré mes doigts et j'ai dit, trop calmement pour être interrompu, j'ai déjà tout partagé avec mon avocat. Les RH ont votre dossier. Votre maison de mensonges est réduite en poussière. Il se rassit sur sa chaise, non seulement trahi par son amant, mais démantelé par sa propre cupidité, un homme qui avait exhumé sa propre lâcheté avec les mêmes mains qui avaient autrefois juré de me protéger. Et je l'observais avec une étrange sérénité, comme quelqu'un qui aurait déjà franchi le seuil du retour. La note de Corrida n'était ni une demande de pardon ni un geste de complicité. C'était un aveu qu'il avait menti à tout le monde, qu'il s'était détruit bien avant que je décide d'arrêter de retenir les extrémités de son naufrage. À ce moment-là, j'ai compris, le retournement était complet. Il m'avait sous-estimé, prenant ma patience pour de la faiblesse. Mais ce sont ses propres mensonges, ceux qu'il croyait être son bouclier, qui l'ont complètement désarmé. Les jours qui suivirent furent comme un réveil après une longue fièvre. L'air plus léger, le silence n'est plus oppressant, mais paisible. Parce que pour la première fois de notre mariage, je ne m'attendais pas au prochain coup dur. Je ne me suis pas lancée dans des conjectures pour tenter de justifier l'injustifiable. Ma décision était prise, ferme, calculée, irrévocable. Des avocats consultés, des finances protégées, une ligne tracée sur le terrain si claire que même son plaidoyer désespéré ne parvenait pas à la brouiller. Il a essayé de mendier. J'ai essayé de négocier. Mais je restais immobile, car la femme dont il pensait qu'elle céderait toujours avait enfin appris que survivre, c'était parfois refuser de plier. La vie autour de moi a pris une nouvelle texture. Des choses simples sont devenues un luxe, le bruit de mes propres pas dans le couloir, le jardin fleuri sans que vos bottes ne piétinent les fleurs, des nuits de sommeil sans le poids de la méfiance. Des amis qui m'avaient auparavant murmuré des inquiétudes me regardaient maintenant avec un air de reconnaissance, comme s'ils comprenaient eux aussi que quelque chose avait changé, que la Claire qu'ils connaissaient n'aplanissait plus les rides des mensonges des autres, mais aplanissait son propre avenir. Et en moi, la différence était encore plus profonde. Une colonne qui a toujours été là, mais qui s'est enfin redressée. Une voix qui a toujours existé, mais qui a choisi le silence non comme abandon, mais comme force. Quant à lui, la chute fut aussi publique que douloureuse. Le travail dont il se vantait en ne tenait plus qu'à un fil, le nom qui lui tenait tant à cœur était murmuré dans les couloirs de l'entreprise comme un avertissement. Darling a disparu au moment où l'argent s'est tari, le laissant seul avec les décombres de ses choix. Et même si je n'ai pas affiché ma victoire, je ne l'ai pas cachée non plus. Car la justice n'arrive pas toujours avec les trompettes. Parfois, cela s'installe dans le silence d'un homme qui se moquait de vos questions et qui maintenant détourne le regard lorsque vous passez. Il avait pris ma patience pour de la fragilité. Mais c'est précisément la patience, celle-là même qu'il méprisait, qui devint l'outil qui démantela, pièce par pièce, le théâtre de sa vie. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que la vraie leçon n'a jamais été à propos de lui. Il s'agissait de moi. À quel point je me suis permis de rétrécir avant de décider de me lever. Sur le fait que se lever n'a pas besoin de crier pour être puissant. La vengeance avait un goût doux en ce moment. Mais ce qui restait était quelque chose de plus profond, la satisfaction de l'équilibre, la certitude que l'univers, par mes mains, s'était réajusté en silence. Et s'il y a une vérité que je porte en avant, c'est bien celle-ci, ne confondez jamais l'élégance d'une femme avec un manque de force. Parce que l'élégance peut montrer ses dents lorsqu'elle est pressée, et une fois qu'elle le fait, il est impossible de la transformer en ombre. Je me suis souri en servant le petit déjeuner, sachant que le prochain repas dans cette maison serait le mien seul, assaisonné uniquement de paix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. En vérité.
Si cette histoire a touché quelque chose en vous, que ce soit par résonance ou par le soulagement de voir justice tranquillement rendue, laissez un like, un commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti. Chaque interaction est comme une tasse de café partagée à cette table, me rappelant que je ne suis pas seule à écrire pour des femmes comme nous. Parce que votre soutien n'est pas qu'un chiffre. C'est ce qui maintient ces histoires en vie et me fait croire que pour chaque personne qui reste silencieuse, il y en a une autre qui est sur le point de trouver sa voie.